1936. Toute l'Europe est en marche. En France comme en Espagne, c'est à la paix qu'aspirent les hommes et les femmes des fronts populaires. En face, le fascisme italien et le nazisme allemand ne cachent plus leurs ambitions impérialistes. Alors, lorsque la guerre d'Espagne éclate, l'Europe doit choisir sur quel pied danser. L'idée que l'avenir, quelque part l'avenir de l'humanité se joue en Espagne, je pense que c'est une idée qui parcourt des dizaines de millions de gens sur la planète. Dans cet affrontement de la démocratie contre le fascisme, apparaît un personnage révolutionnaire, la milicienne. Aucun autre événement politique de cette période n'a fait émerger une figure féminine aussi puissante, pourrait-on dire, que la guerre d'Espagne. Ces femmes, aujourd'hui oubliées, avaient pourtant décidé que l'histoire ne se ferait pas sans elles. Madrid, février 1936. La ville connaît une vie intense. Sur les murs, les affiches électorales crient leurs mots d'ordre. Le destin d'un peuple va se déterminer démocratiquement. Ces élections de 1936 se déroulent dans une ambiance profondément agitée, marquée par des éclats de violence qui opposent révolutionnaires et phalangistes. Les urnes, qui portent le Frente Popular à la tête du pays, lance finalement la démocratie ibérique dans une marche réformiste et populaire. Parmi les foules enthousiastes qui célèbrent le point levé, la victoire du peuple, des citoyennes exultent devant la promesse de plus de droits, de plus de liberté. La victoria del Frente Popular para las mujeres significa que nuevamente se va a respaldar su presencia pública, porque fue la Segunda República la que no solamente le dio el voto a la mujer, sino también respaldó, defendió su presencia pública. Entonces, claro, nuevamente con el Frente Popular se defiende esa mujer activa socialmente, políticamente y respaldado desde el Estado. Mais le triomphe de la gauche excite les revendications prolétaires et réveille les éléments les plus récalcitrants à cette vague rouge et séditieuse. La victoire du Front populaire en Espagne vient heurter un certain nombre de sensibilités conservatrices notamment, mais également monarchistes, qui se retrouvent dans une situation de péril pour leurs propres opinions. En el ámbito interior, la derecha convertida en ultraderecha se pone en marcha, acude a los poderosos de siempre en España. El ejército, que se llevaba una buena parte del presupuesto público, la Iglesia, la jerarquía superior de la Iglesia, la oligarquía, los más ricos, se lanzan directamente a la conspiración. 18 juillet 1936. Au Maroc espagnol, puis dans la péninsule ibérique, éclate un soulèvement militaire d'une ampleur considérable. Après 3 jours de combat, le gouvernement est maître de la situation à Madrid, en Catalogne, à Valence, à Bilbao. Le général Franco triomphe à Séville, le général Mola à Burgos et en Navarre. Et tout de suite, la lutte prend un caractère acharné. Désemparés face aux factieux de Franco,
la République espagnole résiste seulement grâce à l'élan spontané dans lequel une partie de la population s'oppose aux militaires nationalistes. Et les jours de combat qui se succèdent transforment le coup d'État raté en une guerre civile. Le coup d'État, tout le monde l'attend. Partout, en réalité, ce sont les syndicats et les partis qui avaient leur propre service d'ordre, comme en France d'ailleurs, qui avaient leur mouvement de jeunesse, comme en France, enfin, toute chose qui était assez banale à l'époque, qui finalement vont faire échec au coup d'État, vont prendre d'assaut les casernes, vont s'opposer sur les barricades à Barcelone. On oublie toujours quand même que l'échec du coup d'État à Barcelone, ça a fait quand même des centaines de morts. Hein. Et finalement, très vite, ce qui va se passer, c'est que ces organisations qui se sont armées vont se transformer en milices. Et donc vous avez, c'est même pas que vous avez des milices anarchistes ou communistes, c'est que vous avez autant de milices quasiment que vous avez de fédérations syndicales. Vous aurez la milice des garçons coiffeurs comme vous aurez la milice des métallurgistes. Dans la cacophonie de cette résistance populaire, émerge la voix de la députée communiste, Dolores Ibarruri. Celle que l'on appelle la Pasionaria donne à la résistance son slogan et exhorte les femmes à prendre les armes. Femmes, ô femmes héroïques du peuple, battez-vous aussi aux côtés des hommes pour défendre votre liberté et la liberté de vos enfants menacés par le fascisme. Tous debout pour défendre la République. Les fascistes ne passeront pas. No passaran. Quando lì c'è stato il colpo di Stato dei fascisti, di Franco e i suoi compagni, io penso che l'ultima cosa che loro si aspettavano che le donne si potevano ribellare. E effettivamente ci sono state moltissime donne spagnole che proprio dal primo momento sono entrate nelle milicias, nei gruppi armati anche che sono andate al fronte. Questo penso che per la Spagna conservatrice era qualcosa di impensabile. La résistance populaire au pronunciamento, elle est effectivement assurée par des hommes, mais également par des femmes présentes qui, d'une part, assistent les hommes, assistent leurs compagnons, souhaitent également participer à cette résistance-là parce qu'elles ont été sensibilisées à leur participation politique. Et parmi ces dernières, un tout petit groupe de femmes, mais néanmoins avec un rôle extrêmement moteur, sont des militantes notamment communistes, mais pas que, anarchistes également, qui sont convaincus depuis un certain temps de la légitimité de leur participation aux côtés des hommes dans des milices ouvrières. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve très vite des femmes en uniforme de milice ouvrière, parce qu'elles étaient prêtes à participer à un événement de cet ordre. Accroché aux journaux et aux magazines, le monde entier suit cette guerre, la première de l'histoire à ce point médiatisée. Fanny Schroneit attire les regards des reporters. Les exploits de cette milicienne hollandaise lui valent le titre de reine de la mitraillette. Avec elle, Lina, Antonia, Josefina et tant d'autres femmes sont devenues les icônes de cette lutte de la liberté contre le fascisme. Au bout de leur fusil, les miliciennes ont lancé une véritable révolution. Elles démontent les carcans dans lesquels elles ont toujours été cantonnées et revendiquent le droit d'être des citoyennes libres. Diciamo, per la sinistra c'è uno scoppio di entusiasmo, ma guarda le nostre donne che sono capaci di fare. Un po' si vede in tutti i movimenti di liberazione, no? Di liberazione. C'è questo primo momento proprio di le nostre donne che sanno fare, che sanno combattere, eccetera, eccetera. Effettivamente era molto effettiva come immagine, no? Perché era proprio la donna giovane, molto bella, con il fucile contro la barbarie fascista. Los moros que trajo Franco en Madrid quiere entrar, mientras quiere miliciano, los moros no pasarán, mientras quiere miliciano,
los moros no pasarán, no pasarán. Mues par un antifascisme implacable, elles sont des centaines à se joindre au convoi des volontaires qui affluent du monde entier vers l'Espagne. Pourtant, leur détermination va rapidement s'écraser contre la réalité du front. Dans les tranchées, elles sont rares à être acceptées. Et à l'intérieur même de leur propre camp, c'est leur légitimité qui est contestée. Ellas realizan dos tipos de lucha, la lucha con las armas, pero otra lucha más importante aún, que es la lucha por ser consideradas de igual a igual. Y también lo decía muy claramente Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, decía, cuando yo llegué al frente, ahí a Somosierra, al norte de Madrid, me mandaron a cocinas. Y ella decía, compañero, yo para las cocinas no vengo aquí. Si me tengo que me destináis a cocinas, me vuelvo a Madrid, porque para eso no he venido. Yo he venido a luchar. Pour un certain nombre d'étrangères, je pense là au témoignage que Georgette Kokosinski nous a laissé, elle-même a été frappée de ces difficultés, de ces frottements, pourrait-on dire, de la mixité, où elle est renvoyée avant tout à son sexe, à son jeune âge, à son physique également, par des soldats espagnols, par des camarades volontaires étrangers qui voient avant tout chez elle la jolie femme de 25 ans plutôt que la militante anarchiste qui a décidé de partir combattre volontairement en Espagne. Claro, hay una mentalidad compartida que es social, que es grupal, que es de clase y que no te la sacudes de inmediato. Entonces, el primer deber de una miliciana era hacerle entender a los compañeros que compartían todo, también la intendencia, es decir, no se trataba de que ellos le lavasen la ropa, pero que se trataba de que ellos lavasen su ropa y las milicianas las suyas. Cette guerre civile déborde largement des frontières de la péninsule ibérique. Si Franco parvenait à faire tomber l'Espagne dans le camp fasciste, c'est toute l'Europe qui pourrait s'effondrer avec elle et emporter sur son passage une paix que tout le monde sait fragile et précaire. Dès le déclenchement de la rébellion militaire, la géopolitique européenne est bouleversée. Elle est bouleversée parce que très vite, il s'impose que les gouvernements italiens et allemands offrent un soutien au moins logistique, peut-être et probablement plus important encore, aux rebelles, aux forces armées soulevées. Et dès lors, cela projette le conflit, la guerre civile espagnole, sur un rang international. De la guerre civile espagnole pourrait naître la Seconde Guerre mondiale, pourrait naître le conflit à venir. Pour les Allemands, l'Espagne va être très clairement un bon test de la guerre européenne. Et donc l'aide allemande en aviation, en artillerie aussi. C'est une guerre d'artillerie. En aviation, en artillerie et en char est absolument fondamentale. Sur l'aéroport de Barajas, à 12 km de Madrid, le général Franco assiste à une grande parade des forces aériennes, parade à laquelle prennent part les pilotes allemands et italiens. Pour la France et la Grande-Bretagne, qui sont donc les représentants d'un bloc démocratique, donc extrêmement conscients du péril que font courir des forces fascistes très agressives, il s'agit donc de contenir la guerre d'Espagne dans un rôle à la fois effectivement sur un niveau international en termes de géopolitique, de diplomatie, mais en faisant en sorte que le chaudron espagnol ne déborde pas et que la guerre reste à un état de guerre civile. Or, la situation s'envenime très rapidement, d'une part parce que ces démocraties, la France notamment, qui ne veut pas intervient malgré elle par plusieurs milliers de volontaires et surtout par l'intervention d'un troisième acteur, la Russie, l'URSS, qui, elle, prend la décision assez vite de soutenir à la fois quantitativement et qualitativement la République espagnole dans son combat face au fascisme. Arriba.
Le Comintern mobilise les partis communistes du monde entier pour recruter des milliers de combattants pour ces brigades internationales. On œuvre à faire de ces volontaires antifascistes les soldats qui permettraient au camp démocratique de l'emporter. Mais dans cette nouvelle armée, la solidarité et la camaraderie ne se déclineront plus au féminin. Les brigades internationales se structurent au même moment où se structure la nouvelle armée républicaine espagnole, qui immédiatement ségrège hommes et femmes. Il ne peut plus y avoir dans les nouvelles brigades républicaines de femmes dans les unités combattantes. Elles pourront avoir une place dans les services sanitaires notamment, mais elles ne seront plus associées aux formations combattantes. Chers camarades, je veux venir chez vous pour aider à combattre le fascisme. Je suis prête à tous travaux. Répondez-moi et dites-moi si vous m'acceptez dans vos rangs. Je suis très forte et pas peureuse. Uno dell'alto comando risponde, purtroppo non si può. E penso che cito quasi letteralmente, lui scrive, per ragioni militari e per altre ragioni che tu capirai, perché quando le donne entrano in una brigata, la brigata si decompone. Cosa vorrà dire? Beh, te lo puoi immaginare, cioè lì entrano tutte idee che, come entrano le donne e gli uomini, non possono più pensare a altro che a sesso. La situazione per le donne, per le milicianas, è cambiata da così a così nel giro di pochi mesi. Da un contributo fortissimo di donne si arriva allo zero, con pochissime eccezioni. D'héroïne iconique, la figure de la milicienne a été complètement décrédibilisée et réduite au statut de parasite. Derrière cette trahison, un misogyne notoire, l'inspecteur général des brigades internationales, André Marty, qui dès le début du conflit moquait ces femmes en pantalon qu'il jugeait incapables de tenir une arme. Une des manifestations, une des impulsions qu'André Marty donnera particulièrement aux brigades internationales est effectivement cette méfiance à l'encontre des femmes, méfiance qui d'ailleurs, pourrait-on dire, touche à la haine, puisque André Marty n'aura de cesse que de voir au travers des volontaires internationales femmes, et donc des femmes présentes ou associées autour des brigades internationales, ou des femmes en général, un des biais par lequel l'ennemi pourrait s'infiltrer pour collecter des informations ou pour parvenir à monter un service de renseignement. Tandis que le siège de la capitale se poursuit, de violents bombardements sèment les ruines et la mort. La guerre soumet la population civile aux terreurs des bombardements. Renvoyées à l'arrière, les femmes ne vont pas pour autant mettre fin à leur engagement. Elles se lancent, sans concession, sur d'autres fronts dont elles deviennent les nouveaux piliers et où leur place ne fait plus débat. Mon intention était de me rendre partout où je pouvais aider, partout où je pouvais être utile. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si je n'étais pas allée en Espagne, si je n'étais pas venue aider ces pauvres gens. Dopo un breve periodo rivoluzionario si ritorna già e abbastanza presto alla figura tradizionale, cioè la donna infermiera è l'immagine classica della donna che consola, la donna che ti aiuta, la donna che ti cura, eccetera, eccetera.
Dans les brigades internationales, cette figure de l'infirmière va également pouvoir créer de toutes pièces un personnage féminin associé aux brigades internationales dans lequel la femme est cantonnée, mais qui a sa place également au sein du panthéon des guerriers, pourrait-on dire, de l'antifascisme. À la fin de l'année 1938, le camp républicain est exsangue. Dans les démocraties, les images de la violence fasciste suscitent l'indignation et insufflent un immense mouvement de solidarité. Las organizaciones humanitarias y las organizaciones sindicales fueron muy importantes para el apoyo a la población civil a falta de apoyo institucional en Francia, en Gran Bretaña y en otros países. Ces militants savent que pour être efficace, un effort de solidarité doit être continu. Une semaine sans lait de France et des milliers d'enfants espagnols sont menacés de mort. On collecte aussi des vêtements, des conserves, du tabac. Le Secours populaire de France a pu envoyer en Espagne plus de 4 millions de tonnes de vivres et de vêtements. Les femmes vont prendre toute leur part dans les mouvements de solidarité en Espagne républicaine. Il y a un exemple moi, qui me paraît assez symptomatique. C'est la ville de Glasgow, qui n'est pas tout à fait à côté de l'Espagne. Il y avait 14 comités de soutien à l'Espagne républicaine à Glasgow. Donc dans le monde entier, vous avez eu ces mouvements de solidarité. In questi comitati c'erano tantissime donne. Penso che per molte donne che sapevano che non potevano andare in Spagna a combattere, questo era il modo per fare qualcosa. En septembre 1938, c'est à des centaines de kilomètres que se joue l'issue de la guerre d'Espagne. Hitler a déclenché une crise géopolitique en revendiquant la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Une conférence est organisée en urgence à Munich, où la France et la Grande-Bretagne s'opposent à l'Allemagne et à l'Italie. Cette occasion pour le camp démocratique de faire face aux alliés de Franco réveille l'espoir des républicains espagnols. Sans perdre une minute, sans s'arrêter aux détails du protocole, les 4 chefs de gouvernement vont commencer leur conversation. Les drapeaux des 4 nations flottent sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Mais une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leurs mains les destinées du monde. La crise de Munich peut tout remettre en question. Sans faire de l'histoire fiction, en 1938, l'armée allemande est beaucoup plus faible que l'armée française et que l'armée anglaise. Donc une autre situation à Munich aurait changé les choses. Et à partir du moment où les puissances occidentales lâchent à Munich, tout le monde sait que la guerre est terminée. Lorsque la Grande-Bretagne et la France, terrorisées à l'idée de déclencher un nouveau conflit mondial, s'écrasent devant Hitler, c'est l'Espagne qu'elle sacrifie. Pour les démocrates espagnols, abandonnés à leur sort, la défaite est désormais inévitable. Conscients que la guerre est perdue, les volontaires des brigades internationales quittent l'Espagne la mort dans l'âme. Lors des semaines qui suivent, l'armée de Franco parvient à faire tomber les derniers bastions républicains, poussant sur son passage une vague désespérée de réfugiés qui avancent vers la France, où ils seront parqués dans des camps. La capitale espagnole cède finalement aux nationalistes et le général déclare la victoire du camp fasciste le 1er avril 1939. À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. 25 000 Italiens et 2500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain. La victoria franquista va a conllevar no solamente el retorno de la mujer a sus tradicionales funciones, sino también que salga del escenario público para dirigirse al escenario privado,
casi exclusivamente. Entonces, reduce el papel de la mujer, oculta el papel de la mujer en la sociedad. La mujer deja de ser ciudadana. En realidad, todos los españoles dejan de ser ciudadanos, pero la mujer especialmente. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de gloria. Le franquisme a soumis pendant près de 40 ans les femmes espagnoles, détruisant les acquis qu'elles avaient obtenus et annihilant l'émancipation féministe entreprise par les miliciennes. Mais cette dictature n'aura pas réussi à effacer totalement de l'histoire l'engagement de ces femmes qui incarneront à jamais le visage d'un combat pour la liberté. Tomo, perante o povo português, a responsabilidade do seu integral cumprimento, como firme e cabal garantia de que não serão traídas as esperanças espertas nos corações portugueses na manhã de 25 de abril. Lorsqu'il prononce son discours d'investiture à la présidence du Portugal, les mots scandés par António de Spínola sont empreints de liberté et de démocratie. Le général, que beaucoup considèrent encore comme le héros de la révolution des œillets, va pourtant se révéler un homme avide de pouvoir. En quelques mois, il va précipiter un pays enclin à la paix, au bord de l'abîme. À l'aube des années 70, le boom économique que vient de connaître l'Occident semble avoir laissé le Portugal à la traîne. La dictature qui, depuis 40 ans, tient le pays sous son joug, est à bout de souffle. Tandis que l'élite fasciste, dirigée par Salazar, s'accroche à des rêves de grandeur d'un autre temps, l'économie tourne au ralenti, minée par 13 années de guerre dans les colonies. Il n'était pas envisageable pour eux de faire la décolonisation. Pourquoi? Parce que Salazar disait que c'était l'essence même du Portugal, on dirait l'ADN aujourd'hui du Portugal, d'être présent outre-mer. Et que privé de l'outre-mer, c'était ça le testament salazariste d'une certaine manière, privé de l'outre-mer, le Portugal cesserait d'exister. Évidemment, à la fin des années 60, Salazar est remplacé par Marcelo Caetano. Et là, évidemment, les problèmes commencent à se poser. Marcelo Caetano continue la politique coloniale, la résistance à la décolonisation du régime autoritaire, mais la conjoncture commence à se compliquer. Dans ce qui ressemble de plus en plus à un Vietnam portugais, toute une génération de jeunes appelés, sans véritable expérience militaire, se retrouve plongé dans une guerre contre un ennemi invisible et déterminé. Au sein de l'état-major, la lassitude laisse place à l'exaspération et des voix commencent à s'élever. C'est dans ce contexte qu'a éclaté l'affaire Spínola. Alors que les journaux ne peuvent pas parler de la guerre, ils ont fait une large place à la publication très officielle d'un livre de 200 pages dont l'auteur, ancien gouverneur militaire en Guinée, avait le prestige d'un héros national. Pour la première fois, un général de cavalerie frappait de sa cravache sur la table des politiques en affirmant que la guerre ruinait le pays
et que le Portugal ne pouvait pas la gagner. Le général Spínola, c'est un homme qui a un passé de militaire assez classique, officier, qui a qui a été observateur pendant la guerre civile espagnole, qui ensuite est parti sur le front de l'Est aux côtés des troupes allemandes comme observateur, qui est devenu lieutenant-colonel en 1945, donc assez jeune, à l'âge de 35 ans, qui a servi de manière très classique le régime salazariste, et qui, dans les années 60, occupe des fonctions importantes dans le cadre des guerres coloniales. Il a fait toute sa carrière au sein du régime. Il a toujours été un soutien du régime, il a toujours partagé l'idéologie du régime. Lorsque Spínola publie son livre, ça a été considéré comme une défection de soutien, comme un acte de sédition. Est-ce que vous pensez être un jour le futur président du Portugal? Vous n'êtes pas un conspirateur, non? Je suis un Portugais. Je suis seulement un Portugais. Spínola, lorsqu'il a été obligé de démissionner après la publication de son livre, il attendait son heure. Il savait que le régime allait tomber. Dans la nuit du 25 avril 1974, la chanson Grande la Vila Morena, diffusée à la radio, donne le signal de l'insurrection militaire. Un groupe de jeunes capitaines portés par des idéaux communistes, sous le nom de Mouvement des Forces Armées, part à l'assaut de la capitale, appuyé par 300 soldats réservistes. Au petit matin, ils encerclent les principaux lieux de pouvoir et pressent la dictature de rendre les armes. Le coup d'État militaire au Portugal a pris par surprise la société portugaise et même la communauté internationale. C'est très rare quand même d'avoir une configuration de ce type où des militaires, essentiellement, font un coup d'État pacifique pour rétablir la démocratie et renverser une dictature. Barricadé dans une ancienne caserne militaire, Caetano, qui se méfie de la colère de la rue, exige qu'un haut gradé vienne négocier sa reddition. Il faut bien se rendre compte que c'était des petits capitaines qui ont fait cette révolution. Et ces capitaines avaient conscience de ne pas avoir de soutien, ou en tout cas pas beaucoup de soutien, au sein des hauts gradés des forces armées. Spínola, en bon opportuniste, va alors se saisir de l'occasion pour se hisser à la tête du coup d'État et apparaître comme un héros libérateur. Et dans l'après-midi, la dictature chute, sans la moindre effusion de sang. Le soir même, Spínola se présente au peuple portugais, entouré de ses hommes de confiance, tous militaires de l'Ancien Régime. Mais soucieux de préserver les apparences, il livre un discours aux accents volontairement démocratiques. A Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais. Le projet de Spínola, très rapidement et simple, c'est le projet de construire, de bâtir un système démocratique de type présidentialiste, tout en évitant évidemment la démocratisation sociale, culturelle et même politique. C'est de la construction d'une démocratie à partir d'en haut. Donc tout ce qui se passe dans la rue, le peuple uni, derrière le MFA, qui, dit-on, le peuple uni ne sera jamais vaincu, c'est les slogans de l'époque. Spínola, c'est ni sa culture politique, ni bien sûr l'orientation, la tonalité qu'il souhaite donner à cette révolution, à ce coup d'État. On voit plutôt chez Spínola la volonté de, certes, prendre le pouvoir,
mais tout en maintenant une certaine continuité avec le régime précédent et en craignant que, avec l'idée que beaucoup de personnes de la dictature avaient, c'était que le peuple n'était pas prêt pour une démocratie. Il n'était pas prêt pour voter, il n'était pas prêt pour se syndiquer librement, etc. Aujourd'hui, la question est posée de savoir qui, du mouvement des forces armées plus radicales ou de la junte de salut national présidée par Spínola, prendra véritablement le pouvoir au Portugal. En un mot, qui se sert de qui? Dans cette junta de Salvação Nacional, il a dû composer avec le MFA, le mouvement des forces armées. Le mouvement des forces armées, il avait donc un programme très à gauche. Et en vue de la réconciliation nationale, on a fait appel aux exilés politiques pour montrer donc qu'on construisait une démocratie pluraliste. Aujourd'hui président de la République, il remporte son premier pari en formant un gouvernement de transition. Le président du Conseil, M. Palma Carlos, n'appartient à aucun parti politique. Il passe pour avoir défendu vigoureusement les libertés individuelles. Le ministre des Affaires étrangères est M. Mário Soares, secrétaire général du Parti socialiste. C'est à Paris qu'il s'était exilé pendant 4 ans avant de retrouver Lisbonne à quelques heures près, en même temps que Álvaro Cunhal, le secrétaire général du Parti communiste, qui devient ministre d'État. Les communistes lutteront pour rétablir la paix et réaliser les profondes réformes démocratiques qui sont maintenant à notre portée. Quand le gouvernement provisoire se forme, à partir de la mi-mai 1974, il y a la question évidemment du Parti communiste. Est-ce qu'il faut l'avoir au sein du gouvernement en tant que représentant d'une force politique qu'on n'arrive pas bien à mesurer, parce qu'il n'y a pas eu d'élection, ou est-ce qu'on le laisse à l'extérieur, et des personnes comme Mário Soares notamment, qui va devenir ministre des Affaires étrangères, grâce au contact qu'il a tissé en Europe occidentale, notamment en France, mais aussi en Allemagne, vont plutôt plaider pour que le Parti communiste soit intégré au gouvernement. Et chose dont il faut bien voir à l'époque, qui fait extrêmement peur au niveau international. C'est-à-dire que depuis 1947, il n'y a plus de communistes dans des gouvernements européens. Et cela fait peur, parce qu'on est encore dans un climat de guerre froide. Et Spínola se préoccupe tout de suite en former des partis à droite. Le parti le plus à droite de notre démocratie est au fond une initiative de Spínola qui a peur déjà d'une certaine prédominance de la gauche antifasciste dans le gouvernement de coalition. Le 1er mai, en tête de cortège, Soares et Cunhal affichent l'unité de la gauche forgée dans la clandestinité. Retranché dans son palais présidentiel, Spínola se sent déjà menacé par cette union du peuple et des partis, qui réclament une décolonisation immédiate. Dans son esprit, il voulait maintenir un empire. Mais il voulait construire, si vous voulez, une espèce de Commonwealth à la portugaise, un espèce de fédéralisme. Il n'était pas du tout question d'indépendance, il était question d'autonomie. Donc ça veut dire que la guerre n'est pas tout à fait terminée et qu'il faut maintenir des troupes sur place pour continuer à contrôler ces territoires. Et par contre, certains militaires du MFA, leur but, c'est la décolonisation. C'est dans le programme du MFA, le mouvement des forces armées, il y a 3 D, décoloniser, démocratiser, développer. Et décoloniser, pour beaucoup de jeunes officiers et membres du mouvement des forces armées, c'est vraiment le cœur, la chose sur laquelle il faut aller vite et sans trouver de chemin de traverse. Premier face-à-face pour la paix entre le Portugal et l'un de ces territoires africains où la guerre dure depuis 12 ans, la Guinée-Bissau. La négociation s'ouvre cet après-midi à Londres entre la délégation du gouvernement provisoire portugais, conduite par le socialiste Mário Soares, nouveau ministre des Affaires étrangères, et des représentants du PAIGC, le parti de l'indépendance dirigé par António Pereira. Marginalisé au sein de son propre gouvernement,
Spinola sent que le pouvoir lui échappe. Il tente un premier coup de force, à la mi-juillet 1974, en s'adjugeant les pleins pouvoirs sur les forces armées. La stratégie, c'est renforcer les pouvoirs du président, décaler, préparer une véritable élection présidentielle à l'horizon des 2 ans qui viennent, retarder les élections pour une assemblée constituante et donc créer un espace que seul pourrait occuper Spinola et ses proches. Cette tentative de reprise en main autoritaire alerte les jeunes capitaines du MFA, bien décidés à ne pas se faire confisquer leur révolution. 15 juillet, forcé par le très puissant mouvement des forces armées, le général de Spinola doit limoger Palma Carlos et nommer à sa place un colonel aux idées plutôt progressistes, Vasco Gonçalves. Du coup, les militaires entrent en force au gouvernement, 7 postes au lieu d'un seul. Les militaires sont venus dans le gouvernement pour garantir l'accomplissement du programme des forces armées, pour garantir le processus démocratique, pour avoir la certitude que nous aurons des élections libres et justes et avec des chances égales pour tous les citoyens portugais. L'accession du MFA au gouvernement provoque des mouvements sociaux à travers tout le pays. Partout, des syndicats se forment. L'autogestion et la collectivisation se mettent en place. Le coup d'État se transforme progressivement en révolution anticapitaliste. Spinola se rend compte qu'en fait, il est dépossédé du pouvoir exécutif, chose auquel il ne s'attendait pas vraiment, au profit du gouvernement. Donc en fait, qu'il est là comme un spectateur, uniquement pour justement faire en sorte que les forces armées, donc les secteurs conservateurs des forces armées cautionnent la révolution, mais qu'en fait il ne sert pas à grand-chose. Et il tient des propos tout de suite pour dénoncer le désordre potentiel, le risque communiste qui menace, donc passer d'une dictature à une autre forme de dictature, c'est un peu l'idée qu'il développe. Et donc pour conjurer ce risque, très vite, il met en place l'idée, il essaye d'instaurer l'idée qu'il est l'homme de la situation. Il sait qu'il a des soutiens en dehors du MFA. Il sait qu'il a des soutiens justement dans ces nostalgiques du pouvoir, du régime estadonoviste. Au risque d'une fracture à l'intérieur même du pays, il exhorte la majorité silencieuse de droite, rurale et catholique, à faire entendre sa voix au travers d'une démonstration de force. Pour ce qui concerne l'actualité à l'étranger, beaucoup de regards sont tournés vers Lisbonne en raison des événements graves qui viennent de s'y dérouler. La manifestation de la majorité silencieuse n'aura pas eu lieu. La droite et l'extrême droite portugaise espéraient faire de cette manifestation de soutien au général de Spinola une riposte à l'emprise croissante des socialistes et des communistes sur la vie politique portugaise. Mais les forces de gauche, aidées par l'armée, ont réussi à empêcher la manifestation. Barrage sur toutes les routes menant à Lisbonne, arrestation de 300 personnalités de la droite, dont beaucoup du Parti libéral. Il a été dans cette stratégie gaulliste de lien direct avec le peuple, notamment le 28 septembre, qui a échoué, parce que soit le peuple qui était organisé, il n'était pas organisé pour Spinola, c'était le peuple organisé par le Parti communiste, qui lui avait une organisation, une certaine efficacité dans la mobilisation populaire de ses militants, chose que n'avait pas Spinola. Il y a une forme d'entêtement aussi dans sa posture, son jusqu'au-boutisme durant le mois de septembre 1974, qui fait qu'il ne prend pas certainement toute la mesure de l'hostilité, des oppositions qui sont en train de se former autour de lui. E perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Et ce que beaucoup de personnes disent sur Spinola dans l'ensemble de son activité politique en 1974-75, c'est que ce n'était pas un très bon homme politique.
C'est-à-dire qu'il ne sentait pas, il n'avait pas une intuition politique de sentir ses forces et ses faiblesses. Spinola apparaît désormais comme un ennemi déclaré de la Révolution. Basculant dans la clandestinité, l'ex-président déchu se mue en conspirateur. Et il entraîne dans son sillage un certain nombre de personnages, de militaires, d'hommes qui sont persuadés qu'il faut conjurer ce risque du communisme. Le 11 mars 1975, il tente un ultime coup de force à la tête d'une troupe de miliciens d'extrême droite. Son entreprise désespérée est rapidement mise en déroute par le MFA. L'humiliation est totale. Abandonné par ses hommes, il parvient à prendre la fuite et s'envole pour le Brésil, refuge des exilés de la dictature. Le 11 mars 1975, c'est vu par les franges les plus radicales du MFA, mais aussi par le Parti communiste portugais qui appuie le MFA comme une volonté de la réaction de reprendre le pouvoir, de mettre fin aux acquis de la Révolution. Et donc ça va renforcer le MFA qui va se poser encore plus en garant de la défense de la Révolution et de ses acquis. C'est ce qui va faire prendre conscience et légitimer le discours de ceux qui, comme Mario Soares, le Parti socialiste, appellent de leur vœu la tenue d'élections libres, les premières depuis près d'un demi-siècle, et qu'il ne faut pas là-dessus transiger et repousser ou trouver des subterfuges. Il faut faire ces élections. Le 12 avril, la parole sera donc au peuple. On y verra plus clair sur ses aspirations réelles. Ce jour-là, on saura s'il ne juge pas que l'actuelle révolution va trop loin à gauche. Les deux formations qui arrivent en tête, et très largement, c'est le Parti socialiste et le Parti populaire démocrate. Le peuple s'est mobilisé, est allé voter massivement, à plus de 90%, ce qui est absolument incroyable. Et donc c'est à partir de là que cette polarisation entre deux logiques va s'accroître. Entre d'une part une logique révolutionnaire, ceux qui ont fait la révolution, le MFA appuyé par le PCP, qui considèrent qu'ils ont une sorte de légitimité à gouverner parce que c'est eux qui ont libéré le peuple du fascisme, et d'autre part les partis politiques, et notamment le PS et le PSD, qui peuvent dire qu'à eux deux, ils sont majoritaires. Resté sourd aux résultats des élections, le MFA entend bien poursuivre sa révolution rouge et lance sans concertation un vaste plan de nationalisation. En signe de protestation, les dirigeants du PS et du PSD quittent la nouvelle assemblée. Au début de l'été 75, le pays apparaît plus divisé que jamais. Soutenu par le Parti communiste, l'aile gauche du MFA veut imposer le modèle des démocraties populaires. L'armée manifeste avec les ouvriers. Mais dans le nord du pays, on brûle les drapeaux communistes. Les petits propriétaires terriens, conservateurs et profondément catholiques, s'inquiètent d'une dérive gauchiste. Nous ne voulons pas une dictature, militaire ou communiste ou quelconque. Le Portugal semble être au bord de la guerre civile. Certains ont vu ces paysans ou ces populations du Nord comme des gens qui voulaient un retour à la dictature. C'était pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était que les résultats des élections du 25 avril 1975, qui avaient donné une majorité au PS et au PSD, s'incarnent dans le gouvernement. C'est la faiblesse de l'État qui pose problème durant l'été 75 parce que plus personne ne donne le sentiment de gouverner le pays. Et c'est plutôt là que se situe le danger pour ce qu'on a appelé la révolution des œillets, cette transition démocratique. Et là, de toute évidence, on cherche des hommes en capacité de rassembler. Spinola essaye de tirer parti de cette ambiance de guerre civile pour non seulement obtenir des appuis à l'international, des financements, mais surtout rester vivace dans la mémoire collective. Et donc se construire cette image d'homme providentiel qui viendra sauver la nation. De l'autre côté de l'Atlantique,
Spinola souffle sur les braises d'un conflit qu'il a lui-même contribué à créer. Onde a União Soviética exerce presentemente o seu esforço principal, a coberto da bandeira da paz, da liberdade e da democracia. Spinola était persuadé que la conjoncture de la guerre froide lui donnerait raison. Et donc il obtiendrait des soutiens des États-Unis, des soutiens de la France, des soutiens de la RFA pour lutter contre l'hydre communiste. Son projet d'invasion du Portugal à la tête d'une armée apparaît toutefois comme une entreprise anachronique et désespérée. Tandis qu'au Portugal, le MFA et le Parti communiste, fragilisés par des divisions internes, laissent le champ libre à un retour au pouvoir du PS et du PSD à la fin du mois de novembre 1975. Le processus de démocratisation semble désormais irréversible, laissant Spinola et ses rêves de reconquête s'éteindre dans l'indifférence générale. Il n'incarnait pas le Portugal, il incarnait à son corps défendant certainement, mais le Portugal d'avant, le Portugal d'hier, et en aucun cas un certain nombre de valeurs qui étaient consubstantielles à ce mouvement, à cette énergie qu'a incarné la Révolution des œillets. Donc c'était un homme d'une certaine manière du passé, d'une vision des rapports de force internationaux, des rapports de force sociaux, qui n'étaient plus celles auxquelles aspirait une partie de la population à ce moment-là. Donc c'est un homme qui a joué presque sur le tard un rôle pour lequel il n'était pas préparé. À sombra d'uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola tua vontade, Grandola tua vontade, jurei ter. La reine et moi, vous sommes reconnaissants pour votre accueil, mais surtout pour la loyauté que vous nous témoignez en étant ici tous unis. Cet homme acclamé par la foule est le roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, successeur désigné de Francisco Franco. Il a su imposer le renouveau démocratique à la péninsule ibérique à la mort de Franco en 1975, après 36 ans de dictature. Mais qui est vraiment Juan Carlos ? Un démocrate convaincu ou un opportuniste éclairé ? En 1936, le général Franco mène un coup d'État qui plonge l'Espagne dans 3 années de guerre civile sanglante. Le bilan encore contesté fait état de plus de 400 000 morts. L'Espagne est ruinée, un régime dictatorial violent se met en place, des exécutions sommaires y sont légion. Il y a désormais 2 Espagnes. L'une victorieuse qui veut imposer sa loi par une répression qui se perpétue pendant des années, et l'autre une Espagne vaincue qui est en partie exilée, et celle qui reste en Espagne subit une forte répression et n'a aucun moyen de s'exprimer. Et par conséquent, on est dans un état de guerre civile qui se prolonge. Contraint à l'exil avec sa famille depuis 1931, d'abord à Paris, puis à Rome, le roi Alphonse XIII décède en 1941.
Son fils, Juan de Bourbon et Battenberg, est désormais le prétendant au trône. Proche des nationalistes pendant la guerre civile, il s'en éloigne pendant la Seconde Guerre mondiale et revendique le retour d'une monarchie démocratique en combattant la dictature franquiste. C'est un opposant. Lui, il revendique pas le pouvoir pour lui. Il dit, normalement, je serai le roi, dit-il, de tous les Espagnols. Je proposerai une réconciliation. Franco est convaincu que pour le bien de l'Espagne, il doit régner jusqu'à la fin de ses jours. Il n'est donc pas question dans l'esprit de Franco de remettre le pouvoir à quiconque, et en particulier pas à la monarchie qui continue à revendiquer son retour en la personne de Don Juan, comte de Barcelone. Sanctionné dans l'immédiate après-guerre par une motion de l'ONU, la donne change dès 1947 pour Franco à la faveur de la guerre froide. Désormais, il apparaît comme un rempart au communisme et bénéficie du soutien des États-Unis. Dans ce contexte, le Caudillo fait voter par référendum une loi qui lui donne le pouvoir de désigner son successeur. Fragilisé et isolé politiquement, Juan de Bourbon est contraint d'accepter, selon la volonté de Franco, que son fils Juan Carlos se rende en Espagne pour y être éduqué. Pourquoi Don Juan va accepter? Parce qu'en confiant Juan Carlos à Franco, certes, il se sépare de son fils, parce que très concrètement, ça veut dire que Juan Carlos va vivre en Espagne éloigné de sa mère, de son père et de ses frères et sœurs, mais on le place dans une position favorable. On le fait véritablement espagnol. En décembre 1948, un train rallie le Portugal à l'Espagne. Juan Carlos a 10 ans. Sait-il alors qu'il est l'otage de Franco? Le projet de Franco, c'est tout simplement de se donner le temps de régner tout à sa guise. Il se débarrasse du père. Le père n'est plus vraiment un danger. Et surtout, il a un otage en la personne du petit Juan Carlos. Un otage qu'il traite d'ailleurs d'une manière très paternelle. Pendant 6 ans, Juan Carlos est éduqué loin de sa famille, sous la tutelle de Franco. En 1955, le Caudillo et Juan de Bourbon conviennent que désormais, Juan Carlos suivra un cursus à l'Académie militaire de Saragosse. L'éducation militaire de Juan Carlos est un fait doublement fondamental. Il obéit à 2 raisons. La première, c'est la tradition des Bourbons que de faire des rois soldats. Et l'autre atout énorme que ça va donner à Juan Carlos, c'est qu'il va accompagner ces jeunes officiers qui feront l'armée, qui sera son armée, lorsqu'il sera chef d'État. Vous ne regrettez pas enfin de ne pas avoir été un jeune homme comme les autres? Non, parce que je suis né prince. Ça a été moi et d'une autre façon, ça aurait été peut-être vous auriez pu être vous, je ne sais pas, c'est une question, c'est Dieu qui a fait la famille, alors on vient après l'autre. Face à ces images du jeune prince sportif et moderne, vitrine positive du régime franquiste, il est légitime de se demander si Juan Carlos n'est qu'une marionnette dans les mains de Franco. Un premier indice semble être apporté en mai 1962. Juan Carlos épouse la princesse Sophie de Grèce, sans consulter, comme cela lui est imposé, ni Franco, ni les Cortés. Le jeune couple va maintenant s'offrir aux acclamations au milieu des sonneries de cloches et des salves d'artillerie. La foule n'en voit plus que l'éclat de leur bonheur. Velléité personnelle, manœuvre politique de son père, mis devant le fait accompli, Franco, en bon stratège, récupère cette union. Il accueille chaleureusement dès son arrivée à Madrid le jeune couple princier et met à sa disposition la résidence de la Zarzuela. Il est certain que le mariage de Juan Carlos, il a alors 24 ans. C'est la vraie entrée dans l'âge adulte. C'est le moment où on lui accorde un peu plus d'indépendance, notamment dans ses déplacements.
Là, il y a une évolution parce que Juan Carlos fonde une famille, fonde un foyer. Il y aura très rapidement la naissance de l'infante Hélène, puis de l'infante Christine, et enfin en 1968 de l'infant Philippe. Ils vivent à Madrid, ils se sont installés au palais de la Zarzuela. Ils deviennent des personnages de la vie sociale, mais de la vie sociale de cette Espagne franquiste. Et il y a incontestablement une forme d'éloignement entre le milieu familial qui reste au Portugal et la propre famille qu'il est en train de créer. Par ailleurs, Franco a avec lui des relations très proches et Franco vieillit, donc se pose la question de la succession de Franco. En 1969, Juan Carlos rejoint pour les vacances sa famille au Portugal. Sous leurs airs complices, les relations entre le père et le fils se sont dégradées. Et dès son retour à Madrid, ces tensions vont atteindre un paroxysme quand Franco convoque Juan Carlos et lui offre d'être officiellement son successeur. Juan Carlos a hésité parce qu'il a dit qu'il voulait consulter son père. Et Franco ne lui en a pas laissé le temps. Il a dit non, je veux une réponse tout de suite. Alors là, c'est une crise majeure au sein de la famille, parce qu'il n'a pas la légitimité pour être roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, ça doit être Don Juan, le comte de Barcelone, son père. Or, il accepte de devenir le successeur du général Franco. D'ailleurs, il ne porte pas le titre qui est normalement dévolu à l'héritier de la couronne d'Espagne, qui est celui de prince des Asturies. On va lui inventer un titre qui est celui de prince d'Espagne. Pour être désigné comme le successeur de Franco avec ce titre de prince d'Espagne, il a fallu que Juan Carlos assume un conflit de droit, de légitimité avec son propre père, qui revendiquait cette succession. Et il se passe à cet égard une véritable rupture entre le père et le fils. Je suis dans la ligne du régime. Je n'entends pas tenir mon trône des droits dynastiques. Je reçois du généralissime Franco la légitimité politique issue du mouvement de juillet 1936. Cette désignation officielle comme successeur de Franco n'est pas synonyme pour Juan Carlos d'accession au pouvoir. En témoigne la nomination en juin 1973 par le dictateur vieillissant de l'amiral Carrero Blanco au poste créé sur mesure de président du gouvernement. C'est désormais deux visions de l'Espagne qui s'affrontent au sommet de l'État entre la vieille arrière-garde franquiste et le jeune prince désigné. Ainsi, après 34 ans de pouvoir absolu, le caudillo, qui vient d'entrer dans sa 81e année, abandonne en partie la charge à cet homme silencieux, discret, mais autoritaire, ennemi résolu du communisme. L'amiral Blanco, âgé de 70 ans, s'est toujours prononcé contre toute évolution politique du régime. L'amiral Carrero Blanco laisse complètement de côté le prince héritier. On l'informe, j'allais dire de manière un petit peu académique, il n'a absolument pas barre sur les décisions. C'est une époque où il est d'ailleurs très silencieux. Il a pour consigne de ne pratiquement jamais s'exprimer dans la presse. Il voyage, il se montre quand il est prince d'Espagne. C'est un sphinx, on ne sait pas ce qu'il pense. Juan Carlos a pu donner l'impression, avant la mort de Franco, d'accepter les conditions dans lesquelles on faisait de lui son successeur. Mais, dans des déclarations qu'il avait faites avant son entrée en fonction, au cours d'un voyage aux États-Unis, il était clair, il l'avait dit clairement, je rétablirai la liberté publique en Espagne. Cette parole informelle et démocratique illustre-t-elle une prise de conscience par Juan Carlos des mutations qui se jouent en Espagne? Avec l'ouverture du pays au reste du monde, une classe moyenne est prise de changement à émerger et le pouvoir franquiste, sourd à ce vent nouveau, est contesté radicalement. L'attentat signé par l'ETA le 20 décembre 1973 marque un pas dans l'escalade de cette violence. Avec la mort de l'amiral Carrero Blanco, le fidèle des fidèles, c'est l'un des deux piliers du régime franquiste qui s'écroule.
Pour éviter toute possibilité de manifestation, le gouvernement espagnol a décidé d'enterrer très vite l'ancien chef du gouvernement. Aujourd'hui, le prince Juan Carlos reste seul. L'amiral Carrero Blanco aurait dû l'installer en douceur sur le trône d'Espagne après la mort de Franco. La courroie de transmission est donc cassée. Jamais depuis 20 ans on n'avait assisté en Espagne, à l'occasion de ses obsèques, à de telles manifestations franquistes. C'est dans ce contexte de crispation politique qu'est nommé en décembre 1973 Carlos Arias Navarro. Surnommé le boucher de Malaga pour ses actes de barbarie durant la guerre civile, il a les faveurs de Carmen Polo, l'épouse du caudillo. Alors que la santé de Franco décline, elle manœuvre en coulisses pour imposer son gendre, Alphonse de Bourbon Dampierre, cousin germain de Juan Carlos, comme successeur de son époux. Dans ces années-là, la mort probable et prochaine de Franco inquiète la famille qui rassemble du coup autour d'elle ses fidèles pour protéger au maximum les intérêts de la famille Franco. Et on va appeler ça le bunker franquiste. Et à ce noyau familial viennent s'ajouter ceux qui tiennent à ce que le régime ne change pas et que le régime reste ce qu'il est, à savoir une dictature. Le général Franco se porte bien, ou presque bien. À 81 ans, il a surmonté sa maladie alors qu'on le croyait déjà à l'agonie. Même diminué, le dictateur ne renonce pas à exercer son pouvoir. Il coupe court aux ambitions de son épouse et du bunker quand, hospitalisé, il confie à 2 reprises à Juan Carlos l'intérim de la présidence. Continuez l'intérim. À l'occasion de ce 2e intérim du pouvoir, le prince fait preuve d'agilité politique en désamorçant la crise dite de la Marche verte qui oppose l'Espagne et le Maroc sur la question du Sahara. Et pourtant, malgré ce succès diplomatique, personne en Espagne ne considère que Juan Carlos a la stature de succéder à Franco. Il apparaît un peu comme une marionnette du régime, bien sûr. Voilà. Et puis les gens ne le connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'il a dans la tête, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne savent pas non plus, a fortiori, quels sont les contacts qu'il prend à droite à gauche pour assurer précisément une succession à la transition démocratique. Il ne sait pas. Donc il est mal vu, c'est très dur. Il joue les imbéciles. Il le dit lui-même, il dit « c'est pas facile de jouer les idiots ». Et j'ai été obligé de jouer les idiots pendant 6 ans. Derrière ce mutisme, Juan Carlos affine sa stratégie. Il reçoit secrètement, depuis plusieurs mois, les responsables politiques socialistes, catalans, mais aussi les syndicalistes. Il envoie un émissaire auprès de Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste en exil, et esquisse les lignes de sa future gouvernance. Mais Franco est toujours là, fidèle à son idéal. La dernière apparition publique de Franco, c'est le 1er octobre 1975, sur le balcon du Palais Royal, face à une foule qui a été amenée là. Et là, pour le coup, on est dans un anachronisme spectaculaire. Vous avez une foule qui scande « Franco, Franco, Franco », qui lève le bras en faisant le salut fasciste. Nous sommes en 1975. Et vous avez à côté de Franco, Juan Carlos et son épouse Sophie. Et on sent bien le malaise qui les habite tous les deux parce qu'ils se rendent compte du caractère absolument désastreux de cette image. Le 20 novembre 1975, Franco décède et 2 jours plus tard, Juan Carlos devient roi. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La monarchie, à l'époque, n'était pas populaire en Espagne. La monarchie, les Bourbons, pour être clair, n'ont jamais été très populaires. Qui est d'ailleurs en affuble à ce moment-là
Juan Carlos de toutes sortes de surnoms. On l'appelle Juanito el Breve, Jeannot le Bref, car on lui prédit une très faible durée au pouvoir. Comme attendu, les premiers mois sont difficiles. La présence de Carlos Arias Navarro à la tête du gouvernement laisse entendre que le jeune roi s'inscrit dans la continuité de Franco. Pourtant, la réalité des faits est bien plus complexe. Juan Carlos ne s'entendait pas du tout, d'après ce que je crois savoir, avec Navarro. Mais il était dans une situation délicate parce qu'il était tenu par les lois du régime que lui avait transmises Franco. Et d'après ces lois, il n'avait pas le droit, tout roi qu'il était, de destituer le chef du gouvernement et d'en nommer un autre. C'est auprès de Torquato Fernández Miranda, son mentor et ancien professeur de droit, que Juan Carlos trouve une issue à son dilemme. Respecter ses engagements envers Franco, tout en réalisant des changements démocratiques dans une Espagne en ébullition sociale. Torquato Fernández Miranda saura calmer cette angoisse et lui dira « Mais ce que vous avez juré, c'est de respecter ces lois. Mais ces lois elles-mêmes contiennent des possibilités de révision, voire d'abrogation, selon des procédures fort longues et complexes. Il suffit de les appliquer et d'arriver à de nouvelles lois. De la ley à la ley, de la loi franquiste à la loi de la démocratie. De la ley à la ley, Juan Carlos en fait un leitmotiv. Habilement, il isole Arias Navarro et le pousse à la démission. La terna est une liste de 3 noms soumis au roi, parmi laquelle il doit choisir le futur chef du gouvernement. Torquato Fernández Miranda, devenu président des Cortes, y fait habilement inscrire le nom d'Adolfo Suárez, un outsider. Et contre toute attente, c'est cet inconnu du grand public que Juan Carlos désigne. Je ne sais pas si c'est le coup de génie, mais enfin l'astuce, en tout cas. Sinon, le coup de génie de Juan Carlos, à peine installé au roi, ça a été justement de faire le changement politique de l'intérieur. La grande opération, c'est le vote en novembre 1976 de ce qu'on appelle la loi pour la réforme politique, qui est une loi dans laquelle, en réalité, les institutions franquistes se font harakiri. Mais il faut que ce soit voté par elles. Et donc, il y a un vote solennel des Cortes. Le roi a téléphoné un à un aux différents, on appelle ça, ce n'est pas des députés, on appelle ça des procuradores, et il obtient une majorité, 450 pour, 59 contre. C'est un succès politique. Renforcé, Juan Carlos poursuit ses grandes manœuvres pour instaurer la démocratie en Espagne. Le pluralisme politique et la tenue d'élections générales sont annoncés. Affirmant sa volonté de voir aboutir une véritable réconciliation nationale, il désigne le 15 juin une commission constituante. On a confié la Constitution à un groupe, on a demandé à un petit groupe où il y avait tous les partis, y compris les séparatistes, d'élaborer un projet de Constitution. Et le résultat, c'est qu'on a une Constitution que tous les partis, finalement, ont approuvée. Autonomie relative des diverses nationalités, abolition de la peine de mort, laïcisation de l'État, reconnaissance définitive des partis politiques, droit de grève, contrôle du roi par le Parlement et le président du gouvernement qui contresignent chacun de ces actes. Oui, les Espagnols croient rêver, éveiller, et ce rêve, ils ont décidé qu'il serait raisonnable. En décembre 1978, avec un plébiscite de 88% des voix lors du référendum, la monarchie constitutionnelle parlementaire est adoptée. Juan Carlos s'est dépouillé de la plupart de ses prérogatives exécutives au profit du gouvernement et du Parlement. Et durant ce processus institutionnel, Don Juan reconnaît la légitimité de son fils. Il renonce ainsi définitivement au trône d'Espagne. Après seulement 3 ans d'exercice du pouvoir et contredisant tous ses détracteurs,
Juan Carlos a réussi à instaurer une monarchie constitutionnelle. Pourtant, les événements du 23 février 1981 vont mettre à rude épreuve la jeune démocratie espagnole. Il y a cette tentative de coup d'État, de putsch, des militaires là, qui occupent le Congrès des députés et qui cherchent à faire pression sur le roi pour rétablir un régime totalitaire. Et c'est là que Juan Carlos va jouer finalement la carte décisive et la carte définitive. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Dès le matin du 24 février, l'ensemble de la classe politique est libérée. Ils sont reçus à la Zarzuela autour de Juan Carlos et c'est une image d'unanimité nationale et tous vont rendre hommage au roi, à sa détermination et justement, je dirais, à la manière très intelligente dont il s'est placé comme organe constitutionnel. En faisant preuve de fermeté, Juan Carlos a endossé, pour la dernière fois, son rôle de chef des armées que la Constitution lui avait retiré quelques années auparavant. Il peut désormais retourner à ses prérogatives royales. En définitive, le destin de Juan Carlos est un destin shakespearien, même si lui n'a rien d'un personnage shakespearien. Il a fallu finalement, d'une certaine manière, non seulement qu'il s'émancipe de son père, mais je dirais presque qu'il le trahisse pour devenir roi, et il a fallu aussi qu'il trahisse la mission que lui avait confiée Franco pour devenir le roi d'une démocratie. L'héritier de Franco a-t-il été ce visionnaire progressiste qui a restauré la démocratie dans son pays, ou a-t-il pris le train inexorable du cours de l'histoire? Seul Juan Carlos pourrait lever ce voile d'ombre.